C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bien et bienvenue à vous également qui nous suivez tous les jours du lundi à dimanche sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Et n'oubliez surtout pas de liker et tout de suite vous aurez des notifications. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Notre interrogation: Mali saisi du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi Paris crée-t-il des blocages? Je me reprends. Mali saisi du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi Paris crée-t-il des blocages? Eh bien, mesdames, messieurs, tout le monde le sait déjà, le Mali a officiellement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser les actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, de soutien apporté aux groupes terroristes, djihadistes et surtout d'espionnage. De graves accusations qui interviennent après de longs mois d'escalade de tensions entre les deux anciens pays alliés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le ministre malien des Affaires étrangères a d'ailleurs diffusé le mercredi 16 août dernier auprès des journalistes une lettre en ce sens adressée par le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop à la présidence en exercice chinoise du Conseil de sécurité. Le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent conformément à la Charte des Nations Unies, affirme d'ailleurs le ministre dans cette correspondance. La lettre est datée du 15 août dernier, date du départ du dernier soldat français au Mali après 9 ans d'engagement contre les djihadistes pour aucun résultat. Aucun terroriste tué et la France n'a pas pu mettre fin à la montée du terrorisme. Avec la présence des soldats, la situation s'est même aggravée. Eh bien, les autorités du Mali, depuis bien sûr longtemps, et surtout depuis 2020, eh bien, ces autorités se sont détournées de la France et de ses alliés pour se tourner finalement vers la Russie. Abdoulaye Diop a dénoncé dans cette lettre les violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises et les vols d'appareils français se livrant à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Les autorités maliennes disposent de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Les autorités françaises n'ont pas réagi à ces accusations, mais depuis un bon bout de temps, eh bien, il y a des tractations du côté de l'ONU, précisément au Conseil de sécurité, où siège également Paris, pour justement créer des blocages dans cette plainte contre la France. Le Mali invite désormais le Conseil de sécurité à œuvrer pour que la France cesse immédiatement ses actes d'agression et demande à la présidence chinoise de communiquer ces éléments aux membres du Conseil de sécurité en vue d'une réunion d'urgence, a indiqué d'ailleurs le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Mais seulement, depuis un certain temps du côté de l'ONU, eh bien, la France met tout en œuvre pour que cette plainte, eh bien, qu'il n'y ait jamais une réunion d'urgence, qu'il n'y ait jamais de conseil de sécurité d'urgence pour parler justement de son cas. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, saisi du Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi Paris crée-t-il des blocages? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome, homme politique et surtout panafricaniste. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn Gauss. Bonjour à nos très nombreux de plus en plus internautes qui nous suivent au quotidien. Bonjour à nos techniciens et à notre vaillante diaspora et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendome. Vous le savez déjà, le Mali a saisi d'ailleurs le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire savoir que jusqu'à preuve de contraire, eh bien la France arme les terroristes, espionne son espace aérien pour donner des renseignements, on va le dire comme ça, aux djihadistes dans le Sahel et bien d'autres choses encore. Seulement, depuis un bon bout de temps, Paris est en train de créer des blocages auprès des Nations Unies pour qu'il n'y ait pas une réunion d'urgence pour parler de son cas. Commençons d'abord, je commence d'abord moi-même. Parfois, on met à culpa. Vous savez, nous sommes dans une guerre qui est terrible. Une guerre où l'information circule à une vitesse éclair. Oui. Et ça me permet, d'une fois de plus, de souhaiter prompt rétablissement au Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. Des informations ont circulé, provenant d'ailleurs de Mali, c'est ce qui est curieux, qui nous annonçait sa mort. Ça veut dire, je vous avais dit, l'ennemi ne dort jamais.
souvent les cellules dormantes ont la couleur de gens dont personne n'aurait pu s'imaginer que c'est de là que peut provenir de telles mauvaises informations dans le but de continuer à s'aimer la zizanie, mais surtout créer les AVC, n'est-ce pas? Il y a des vrais AVC dans le cœur des milliers et des milliers d'Africains. Je peux vous dire, quand j'ai eu cette information, que malheureusement j'ai relayée, et heureusement que je me suis rattrapé, j'ai fait 2 jours sans dormir, à savoir à l'idée que le Premier ministre était parti, avec toute l'estime que je lui porte. Ce n'est pas parce que je dis qu'il est immortel, ce n'est pas parce que nous n'envisageons pas que dans le cadre de ce combat, à tout moment, l'un de nous peut partir. Ça fait partie du combat d'ailleurs. Oui. Mais nous estimons que de telles attitudes qui sont commandées par qui nous savons ne participent pas à créer une situation de sérénité, mais surtout à renforcer notre détermination dans le fait que nous sommes forts aujourd'hui. Parce que cette opération tendait à nous démontrer que nous n'étions pas forts. Oui. Heureusement, nos ancêtres et notre Dieu avec nous. Le Premier ministre, il est toujours vivant, il est fatigué, mais nous souhaitons prendre établissement au Premier ministre Shogol Maïga et nous disons à tout le peuple malien ô combien ils peuvent compter sur nous dans cette bataille. Quand je le dis, je dis au ministre des Affaires étrangères, Diop, Excellence, écrivez aussi une lettre à l'Union africaine. Mais je ne comprends pas cette affaire. C'est un peu comme le récit biblique des frères de Joseph. Oui. Celui-là qu'on avait vendu, c'est lui qui a sauvé ses frères après. Oui. Et qui a fait la prospérité de sa famille. Et surtout de son peuple. Et de son peuple. Comment l'Union africaine peut être aussi silencieuse vis-à-vis de cette attaque de la France vis-à-vis du Mali? Je veux bien l'ONU, mais nous savons, l'ONU c'est quoi? C'est aussi le bras armé de l'Occident. Oui. Dans ce Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle donne politique au Mali. Donc, ils ne vont jamais accepter que puisse prospérer quelque chose qui va dans le sens de la demande malienne. Mais l'Union africaine est où pour donner de la voix? Donc, j'interpelle vivement l'Union africaine. J'interpelle vivement les chefs d'État de la CEDEAO. J'interpelle vivement toutes les opinions, toutes les voix qui comptent sur notre continent. Malheureusement, de plus en plus, l'Afrique n'a plus de voix forte. Ah, heureusement, pour dire que le travail que nous abattons n'est pas inutile, j'ai appris qu'au niveau de la SADC a fait une sortie dernièrement pour dire à l'Occident, vous n'êtes pas nos maîtres à penser pour nous dire qui est-ce que nous devons voir, avec qui devons-nous discuter, mais surtout, dans quel sens nous devons voter. Donc vos prétendues sanctions que vous préparez là, contre les pays qui n'ont pas voté dans votre sens au Conseil de sécurité de l'ONU, sachez que vous allez nous trouver en face. Ça au moins, je suis heureux de l'entendre. Mais le reste, le Mali se bat seul au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on ne dit pas qu'il y a la politique de silence, non. Il fallait une réunion d'urgence de l'Union africaine. Le Mali aurait dû commencer par l'Union africaine. Une réunion d'urgence. Et qu'on sente quelle solidarité de l'Union africaine vis-à-vis du Mali. L'Union africaine peut quelque chose alors qu'elle est subventionnée à 72% par l'Union européenne. Mais je les mets face à leurs responsabilités. C'est pour cela que je vous dis, nous ne sommes pas encore... On n'a pas encore gagné. On doit encore cravacher dur, très dur, avant d'arriver à la victoire. Et dans cette marche-là, tous les coups seront permis. Apparemment, c'est M. Hollande qui le dit, M. Macron qui le dit maintenant. Nous sommes bien conscients que pour vous, ils ont déclaré que face à vous, il faut s'attendre à tous les coups. Mais ce n'est pas, nous sommes plus dans les années 50. Plus vous allez nous donner des coups, nous aussi nous allons vous en donner. Ah oui, des capacités de répondre. C'est pour cela que quand on annonce demain que nous passions parfaitement, alors que ce n'est pas le cas, que cela ne gêne pas. Nous sommes dans le combat. Nous allons continuer ce combat. Donc, je ne suis pas étonné de l'attitude de la France d'essayer, par le biais des blocages dont ils sont passés maîtres, d'essayer de ne pas permettre que justement qu'on puisse, sur la base, n'est-ce pas,
des discriminations de Mali, qu'on ouvre ce débat et qu'on va dans le fond de ce dossier. Qu'enfin on puisse voir si le Mali raconte des histoires ou bien si alors, de manière avérée, la France ne respecte pas sa parole, premièrement parce que en partant de Mali, c'était je m'occupe plus de vous. Mais deuxièmement, quelle est l'instigatrice? Quelle est même l'instigatrice? Elle est, cette France-là, l'instigatrice de cette chenille qui est aujourd'hui encore au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Ça veut dire que ces prétendus terroristes et djihadistes-là, en réalité, ils ont pour parrain qui nous savons dans la France. La meilleure manière de se dédouaner, la meilleure manière de mettre le Mali dos au mur et de leur envoyer dans ces mensonges supposés, c'est justement d'accepter que le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, puisse prendre connaissance de ces preuves maliennes et de démontrer à la face du monde que le Mali n'est qu'un pays de menteurs, illégitime, avec un gouvernement illégitime et illégal, comme Emmanuel Macron l'avait dit. Vocable que chérit M. Macron. Mais, à défaut, nous allons tout simplement valider ce que nous savons déjà. Et avec l'assentiment du Conseil de sécurité de l'ONU, sans ou bien sans son assentiment, nous n'allons pas varier dans notre détermination à combattre cette hydre-là, qui s'est implantée puissamment sur notre continent et qui participe à la déstabilisation de notre continent par le biais de la bande sahélo-sahélienne, avec cet ennemi trouvé rapidement qu'on appelle le terrorisme djihadiste, qui curieusement se retrouve aussi aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, oui, avec des forces qui se disent, n'est-ce pas, des supplétifs de l'État islamique. Une région où il n'y a même pas de musulmans. Et subitement, on voit des gens qui surgissent de nulle part et ils vous disent qu'ils mettent de djihad contre qui? On ne comprend même pas. Donc voilà les problématiques que nous avons sur notre continent. Oui, que cette plainte prospère au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une bonne chose. Qu'elle ne prospère pas, on s'en fout. Nous n'allons pas varier dans notre détermination et dans notre objectif. Et dans la vérité que nous avons avec nous aujourd'hui, avec des preuves palpables que nous avons. On ne raconte pas des choses en l'air. Donc nous ne serons pas étonnés qu'elle ne prospérera pas. Parce que de toute façon, laisser cette plainte prospérer, c'est une autre manière de donner de violents coups de sable à cette prétendue communauté internationale dont les objectifs, les démarches, mais surtout la politique ne vise qu'à maintenir notre continent dans ce qu'ils appellent la périphérie, de ne pas nous octroyer, excusez-moi le terme, puisqu'ils en détiennent encore une partie, selon leur bon sens. Notre souveraineté, de toute façon, nous allons lutter pour l'acquérir, ça fait partie de notre ADN. Nous avons cette démarche, cette détermination chevillée au corps. Nous allons finir par récupérer notre souveraineté, de gré ou de force. Bon, voilà, si vous voulez que je parle comme ça, de gré ou de force. Je voulais dire avec leur consentement ou bien sans leur consentement. La Chine est quand même un partenaire stratégique pour le Mali et c'est elle aujourd'hui qui détient la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et lorsque justement le ministre des Affaires étrangères malien a déposé cette plainte, elle espérait justement que la Chine puisse justement, on va le dire ainsi, organiser une réunion d'urgence pour parler de ce problème. Et d'ailleurs, il faut le dire, Abdoulaye Diop a servi d'épreuve à cette présidence chinoise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, je pense que tout est question de fonctionnement de ce Conseil de sécurité de l'ONU. N'oubliez pas qu'il y a des droits de veto là-bas. Donc, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté d'aller dans votre sens. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est l'alliée de la Russie dans ce combat qu'ils ont avec les pays occidentaux pour la naissance d'un nouveau monde multipolaire. La Chine elle-même, elle n'est pas épargnée des sarcasmes et des attitudes belliqueuses de cet Occident. La question de Taïwan est encore là. Là, je crois qu'il y a encore 2 jours, 2 navires de guerre américains ont franchi le détroit que relais de Taïwan. Une manière, selon eux, de mettre la pression sur la Chine. Donc, ce n'est pas à ce niveau que se pose le problème. Mais le problème, c'est comment est organisé le Conseil de sécurité de l'ONU? Quelles sont les modalités qui peuvent permettre à l'organisation d'une réunion extraordinaire comme celle, ou bien même ordinaire, comme celle que propose le Mali, pour qu'on essaie d'aller dans le fond des preuves que le Mali a mis sur la table par rapport à la violation
continue de son espace aérien, mais surtout au fait que les principaux logisticiens de ce groupe djihadiste sont la France, par le biais de largage de matériel armé, mais même aussi de renseignements qu'ils font de manière régulière à ces djihadistes dans cette zone-là. Sans oublier le renseignement, n'est-ce pas, que les avions les procurent et qui peuvent mettre à disposition de ces djihadistes très rapidement. Donc, voilà le jeu dans cette affaire. Ce qui est important, c'est que pour une première fois, si on peut le dire ainsi, un pays africain attaque, preuve à l'appui, la France. Frontalement? Oui, au niveau de l'ONU. Bon, mais ce n'est pas la seule fois. Il ne faut pas quand même se moquer d'histoire. N'oublions pas que pendant la lutte pour la fin de l'apartheid, les Africains étaient vent debout et ils avaient beaucoup mis le Conseil de sécurité de l'ONU à l'épreuve par le biais des demandes récurrentes pour ester l'Afrique du Sud raciste, n'est-ce pas, au niveau de cette institution-là et contribuer à mettre fin à l'apartheid. Mais comme nous le savons, ce qui a été déterminant, ce ne fut pas les décisions qui furent prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce fut la détermination des Africains et de leurs alliés à combattre violemment cette sauvagerie, cette barbarie qu'on appelait l'apartheid, mais qui était encadrée, soutenue par justement ces pays du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire des Africains des esclaves sur leur propre continent. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci au peuple cubain, à travers, de regretter mémoire, le grand leader Máximo Fidel Castro, qui, au-delà du soutien diplomatique, a eu un soutien militaire, ferme, irréversible, vis-à-vis des peuples africains, pour permettre que cela puisse prendre fin. La bataille de Cuito Canavale nous parle. C'est grâce à cette bataille-là, où l'armée sud-africaine raciste, aidée par les Occidentaux, avait été défaite par l'armée angolaise avec le soutien et de la Russie, surtout, mais surtout des soldats cubains sur le sol africain. Je crois que c'était le déclencheur de la fin de l'apartheid, mais surtout de l'indépendance en Namibie. On n'en parle pas assez. C'est cette défaite sud-africaine-là qui a hâté l'indépendance de la Namibie et justement la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, je prends cet exemple pour montrer que, en dernier ressort, là je suis souvent d'accord avec Jean-Paul Mbelek sur cette question-là, je crois que ça va finir par une guerre entre nos saisons. Quand on le dit, on pense qu'on est excessif, mais tout démontre, tout montre que c'est seulement comme ça que nous allons récupérer notre souveraineté. En leur faisant la guerre. Parce qu'ils nous offrent aucune autre solution. Il n'y a pas d'alternative. Chaque fois, ils reviennent. Chaque fois, ils reviennent avec les mêmes méthodes d'assassinat. Et là maintenant, quand au début de l'émission, je parlais de cette nouvelle qui a été virale, je crois le week-end dernier, sur la toile avec l'annonce du décès du Premier ministre Choguel Maïga. Allah est avec nous, elle ne s'est pas produite. Ne l'oubliez pas. Certains agents de renseignement, la CIA, aujourd'hui, sont clairs. Ils disent que la mort de Chavez n'était pas une mort naturelle. C'est la CIA qui avait empoisonné Chavez au point de développer ce cancer. Donc faisons attention. Ne prenez pas ces choses-là comme des lubies ou bien des vues d'esprit. Ces gens sont capables de tout pour mettre fin à nos vies. Quand je parle de nos vies, je ne nous exclus pas. Vous l'avez écouté. Monsieur Macron lui-même. Oui. Je veux dire, on parle des gens qui vivent là-bas chez eux parce que c'est commode, pour ça montrer que même notre prise de conscience ne peut venir que d'eux. Or, que ce soit Nathalie Yam, que ce soit Kémy Seba, nous sommes dans cette bagarre bien avant eux. Tout le monde le sait. Heureux de constater qu'ils ont rejoint le rang de cette lutte, mais c'est nous qui avons donné les premiers violents coups de canon. Le monde entier doit le savoir. Ce n'est pas pour dire que c'est quand on est en Occident qu'on a la prise de conscience que l'Afrique ne se porte pas bien et qu'elle a un problème vis-à-vis de l'Occident. Non. Ce sont les Africains eux-mêmes, dans leur large majorité, qui ont compris qu'enfin on avait un problème. Cette Afrique-là qui est riche, je vais prendre l'exemple de ce gamin qui a les poches bourrées de diamants mais qui est affamé. C'est quoi cette affaire? Pourquoi sommes-nous affamés? Alors que nous sommes gâtés complètement par la nature et par nos propres intelligences. Certains écument souvent vos plateaux. Et on a fini par comprendre que le problème était là-bas. C'est ça la question du contentieux historique. Je profite
une fois de plus pour dire un bonjour à tous les membres de l'Alliance patriotique et à leur président Yarien Tom Daniel qui a renouvelé, n'est-ce pas, cette problématique de contentieux historique, bien que les organisations patriotiques dont l'UPC l'avaient mis sur la table avant, mais c'est lui qui, au début de ce 21e siècle, allait ressusciter, n'est-ce pas, cette question-là, et l'a thématisée, l'a structurée en termes d'armes que nous possédons aujourd'hui et qui fait trembler justement M. Macron. Donc, je pense sincèrement que nous devons faire la part des choses entre ce que nous devons mettre en avant pour continuer à mettre la France en difficulté sur le plan diplomatique. Mais ce qui est essentiel, ça va être la mobilisation des Africains sur notre continent, sur tous les plans, pour dire non à la France. Justement. Non aux institutions de Bretton Woods. Depuis la saisie, justement, par les autorités maliennes du Conseil de sécurité des Nations Unies, il se trouve que sur la toile aujourd'hui, ils sont très nombreux les Africains, des millions d'ailleurs, qui déclarent que si l'ONU ne prend pas en compte justement cette plainte, eh bien, il faudrait en sortir immédiatement, on va le dire comme ça, des Nations Unies. Une fois de plus, j'interpelle l'Union africaine. Vraiment, j'interpelle l'Union africaine, notre tendon d'Achille. Cette institution fêtière de notre continent, qui ne bouge pas. Et ne bouge pas seulement parce que l'Occident et l'Europe contribuent à 70% de son budget, mais c'est parce qu'elle est à la tête des fonctionnaires et des dirigeants qui ne voient pas le monde avec une véritable pensée endogène des Africains, qui ne prévoient pas le monde libéré de toutes ces contraintes. Parce que les Africains se seront défaits de ces biens qui entravent leur marche en avant pour créer un nouvel humanisme. Pourtant, ils sont nombreux les Africains qui pensent qu'il faut dissoudre carrément l'Union africaine. Oui, mais malheureusement, ces Africains ne sont pas au pôle de décision. C'est pour ça que j'insiste souvent en vous parlant d'organisation. Je dis organisons-nous. Aucune force, aucune élite ne va sortir l'Afrique de ce marasme si elle n'est pas organisée à la base. Grâce au Root Level Organization, comme disait Nkrumah, il faut à la base des organisations où on ne parle pas seulement des gens qui tournent les fesses à la télé, où on organise, je ne sais pas, les trucs des influenceuses, mais des organisations qui posent des problématiques de la sortie de notre continent, de nos peuples, de cette cage de fer. C'est ça. Et que ces organisations différentes se donnent la main. Vous voyez des personnalités qui peuvent les aider à mieux comprendre le sujet. Interroger des gens qui vont les aider à mieux structurer leurs propres organisations. Interroger, n'est-ce pas, ceux qui sont au niveau de la fabrication des superstructures, pour qu'on leur dise les mécanismes. C'est ce qu'on appelle apprendre la révolution. Comment il faut procéder pour y arriver. Mais les jeunes africains ne devaient pas aujourd'hui être des gens béats qui regardent le football matin, midi, soir. Messi a marqué 2 buts aujourd'hui, Mbappé a marqué 3. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation devait être aujourd'hui celle de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit de moins en moins dépendant de l'extérieur, au moins à court terme. Mais pas du tout dépendant à moyen terme de l'extérieur, sur tous les plans. Ne faut-il pas justement créer une autre organisation parallèle à l'ONU? Oui, mais une chose, c'est de le dire. Une chose, c'est de le dire. C'est ce que nous disons. Une autre chose, c'est de participer à sa création. C'est ça que j'appelle l'organisation. C'est de participer à sa création. Jean-Paul Bellec vient souvent sur le plateau, il vous parle des mathématiques. Bon, ça apparaît pour certains comme bon, des choses qui sortent là, de la tête d'un scientifique fou. Il y a un scientifique, je ne sais pas comment l'appeler encore, dans nos BD. Non, mais c'est que ça la science. Surtout les mathématiques là, on n'ira nulle part. Il faut muscler, il faut domestiquer la science. Et j'ai l'habitude de vous dire, la domestiquer au sens large du terme. Même les élections, on dit on veut des élus dans nos assemblées. Mais avec quel système? Mobiliser le peuple. Travaillons d'arrache-pied pour mettre sur pied les organisations. On peut avoir des comités, des organisations qui s'occupent seulement de la vulgarisation des mathématiques sur notre continent. On crée une organisation. On crée des organisations qui veulent la vulgarisation des techniques agricoles sur notre continent. Je sais ce qu'il y en a. Je voyais encore dernièrement sur YouTube
excusez-moi de faire la propagande de cet instrument-là colonial. Mais bon, écoutez, et souvent c'est comme ça, c'est la dialectique. Comment la Chine est en train de dompter le désert de Gobi et d'empêcher à ce désert de continuer d'avancer. Je me dis, voilà les sujets. La poussée du désert dans la bande sahélienne est l'une des raisons profondes de la misère dans cette région. Et qui a cette misère qui conduit donc à en faire un terreau fertile de recrutement de jeunes Africains ignorants qui plongent dans l'obscurantisme qu'on appelle le djihadisme. Où sont nos intellectuels? Où sont nos forces vives? C'est pour ça que je parle d'organisation. Ceux qui disent, finissent toujours par trouver, c'est comme qui disait, where there is a will, there is a way. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Mettons-nous ensemble. Vous voulez un autre système éducatif en Afrique? Les pédagogues africains, mettez-vous ensemble. Vous voulez ceci, je ne sais pas, comment penser la distribution des produits vivriers dans nos villes qui sortent. Les architectes, bonjour aussi à Edouard Jean, ce grand maître qui m'inspire beaucoup, parce qu'il réfléchit sur ces questions. Mettez-vous ensemble. Vous voulez bâtir de nouvelles villes africaines, mettez-vous ensemble. Vous voulez, du point de vue de la promotion des pagnes africains, mettez-vous ensemble. Et on voit que les motifs africains, là, ces pictogrammes, donc quoi que ce soit que c'est des motifs faits ailleurs, je viens de sortir avec un excellent exercice avec Edouard Dean qui me montre que tout ça c'est mathématique. Nos ancêtres étaient des génies. C'est nous qui sommes complètement en déphasage avec cette grande culture. Donc mettons-nous ensemble. Nous sommes déjà ensemble, chers amis, par le biais de cette armée médiatique que nous avons construite depuis plus de 10 ans. Et nous avançons à petits pas. Nous avançons quand même. Que les autres ne restent pas les bras croisés pour jouer au paris sportif, je ne sais pas quoi. Mettez-vous ensemble, chers jeunes. Il va de votre avenir. J'ai plus de 50 ans. Je ne suis plus dans la même tranche que vous. Mais moi, je continue parce que je sais que c'est la voie royale par laquelle il faudra passer. C'est ma modeste contribution pour qu'on puisse aboutir à l'éclosion de cette nouvelle aube, de cette aurore qui nous tend les mains, où enfin, les Noirs partout dans le monde, je ne parle même plus des Africains, je dis les Noirs dans tout ce monde, reflèteront un autre visage que celui de l'humiliation. Pour vous, cette plaine ne va pas prospérer? Pour moi, je ne dis pas qu'elle ne peut pas prospérer, on ne connaît pas, je suis un dialecticien, souvent les dynamiques, mais je n'en rêve pas, c'est-à-dire que je ne fais pas, je n'ai pas un espoir surdimensionné qu'elle prospérera ou non. Connaissant la structure de l'ONU, mais surtout, le Conseil de sécurité lui-même est un peu équilibré, hein? On a 2 contre 3 là, pratiquement. Mais l'ONU, tous les fonctionnaires de l'ONU que vous voyez là, tous, ils sont au service de l'Occident. Tous, excusez-moi le terme. Parce que si vous avez les marges de 0,0,1 qui ne sont pas au service de l'Occident, les autres... Finalement, ce dossier sera mis sur la table? Non, ce dossier, sa valeur, ce n'est pas justement qu'elle aboutisse à l'examen de son contenu. Mais ce dossier a pour fonction de nous montrer la nature de l'ONU. Je pense que si au moins ça, au bout de la démarche, nous allons réussir à les décrocher, on aurait gagné quelque chose pour participer à l'éducation pédagogique de nos frères africains et des humiliés de ce monde, que arrêtez, voilà le vrai visage de l'ONU. Le voilà. Quand il s'agissait de Boucha, on a entendu des vertes et des pas mûres. On a tout fait, on a secoué le monde. Mais depuis que le Mali en parle, vous avez entendu qui d'autre prend le relais le Mali? Et c'est pour ça que je suis extrêmement horripilé vis-à-vis des dirigeants de l'Union africaine. Au moins. Qu'ils arrêtent de jouer les frères de Joseph qu'il avait vendus. Parce que demain, c'est ce Joseph-là, donc c'est ce Mali-là, qui viendra les sauver. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je suis très heureux chaque fois que je viens sur votre plateau. Je profite pour continuer de saluer et surtout nos amis de côté Yaoundé. J'ai été très surpris qu'ils en parlent de Panafricanisme TV avec autant de valeur ajoutée. Et aussi un bonjour
au docteur Edouard Jean, c'est un architecte, mais aussi PhD en mathématiques, et qui a une volonté vraiment de donner tout ce qu'il peut donner pour que le trafic soit possible. Et je profite, je lui ai proposé que j'espère que lors de son prochain passage à Douala, il nous honorera de sa présence sur cet excellent plateau. Merci pour vous. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. Et vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme Patient Parfum d'Homme nous l'a dit, pour revenir justement sur les propos de Kwame Nkrumah, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Bonne journée à toutes et à tous.